Bonjour Victoria. Bonjour Thierry, mais, t'as mis... Eh oui, t'as j'ai mis le mis fond du vendredi. Normalement, c'est le vendredi qu'on se permet ce genre de petite folie. Ouais, de faire du live au bord de la mer, avec le sable chaud et ce genre de choses. Mais on est jeudi. Eh oui, alors, qu'est-ce qui se Eh passe? ben alors voilà, l'agenda a eu raison de nous, puisqu'effectivement, il n'y aura pas de live demain. Donc on s'est dit, pourquoi on vous ferait pas un vendredi... voilà, Un vendredi, un jeudi, voilà. voilà, un jeudi découverte, puisqu'effectivement, on a une invitée qui nous attend patiemment d'ailleurs. Pas piquer des hannetons, si je devais trouver une expression super marketing. Non, c'est une belle découverte parce qu'on va parler d'une chose très très intéressante et comment dire, bien défendue aujourd'hui avec notre invité. Et puis du coup, bah voilà, ça se passe aujourd'hui, jeudi, au lieu de vendredi, parce qu'il n'y aura pas de live, mais rassurez-vous, vous aurez le droit d'aller les revoir, ces fameux lives, vous avez le droit de les partager, vous avez le droit de les commenter, vous avez le droit de... Eh bien, pourquoi pas, on a vu certains de nos invités faire des petites découpes et puis s'en resservir dans des posts, mais Cam, top. nous, on adore, c'est génial, merci beaucoup. Et puis, merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire aussi sur LinkedIn, ça bouge pas mal du côté de LinkedIn, ça fait plaisir. Bon, avant de découvrir notre invité, parce que c'est une invitée, on va quand même, allez, lancer la bande promo. Magnéto, Serge. Et oui, comme une boucle vidéo traditionnelle, récurrente, on vous rappellera tous les jours que le meilleur de la pub se tiendra en septembre prochain et que vous avez jusqu'au 7 août pour sortir vos plus beaux projets, à l'image de ces Comin Mag Live qui vous donnent cette visibilité. Bah, sachez que ce prix a la même fonction, voilà pourquoi on vous le rappellera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis le 7 août, c'est vite là, et puis c'est pas vite là, enfin bref, ne tardez pas. Bon, alors, de qui s'agit-il, cette fameuse invitée qui va nous parler de choses très, très, très intéressantes? Alors voilà, aujourd'hui, on va découvrir l'agence Diptyque avec Sophie Jacquemou, qui est partenaire et directrice artistique. Bonjour Sophie. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Alors, on ne serait pas complet si on ne disait pas que l'autre partenaire, c'est Frédéric Jacquemou, que dans le marché, on connaît bien en Suisse romande parce qu'il était responsable de Farner en Suisse romande. Aujourd'hui, il ne peut pas être là, donc c'est toi qui prends en main le live. Voilà, ça me fait Absolument. plaisir d'avoir une femme aussi. Voilà, c'est parfait. Oui. Donc, Diptyque est une agence qui est positionnée à communication. Alors, c'est un positionnement qui est pas courant et j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est exactement. De Eh quoi bien, c'est simple. Moi, c'est l'art. Frédéric, c'est la communication corporate. Et à nous deux, on a décidé de joindre les deux en imaginant que la communication, c'est à la fois euh, communiquer évidemment en interne, également en externe, mais de changer des canaux classiques des events, des soirées où on invite juste des clients pour les rencontrer autour d'un verre, autour même ne serait-ce que d'un dîner à thème. Nous, on a voulu aller plus loin, à la fois en externe, comme je vous disais, pour des entreprises qui veulent attirer des clients, je veux dire, à des events particuliers, c'est-à-dire de les faire venir non pas seulement rencontrer leurs prestataires, mais que vous puissiez apporter à vos clients quelque chose de supplémentaire et qui joue quand même sur l'émotionnel, parce que l'art avant tout, c'est de l'émotion. Et dans le message commercial. Voilà, donc on peut dire que je dirais dans le monde pré-Covid, où l'événementiel jusqu'à maintenant, était absolument mis en avant, on s'apercevait, surtout pour des grandes marques, que lorsqu'ils faisaient des events, il y a une telle concurrence que souvent le public avait du mal à assister à tous ces events. Voilà. Les gens ne sont pas au rendez-vous, alors ils disent qu'ils viennent, et puis finalement ils se disent, ouais, peut-être juste pour un apéritif, allez, tant pis, j'y vais pas.
Et du coup, il y a quand même une énorme déperdition d'énergie parce que les entreprises mettent beaucoup d'énergie et d'argent à organiser des événements pour attirer les clients. Et qu'un événement qui n'est pas tout à fait réussi, ben, l'entreprise et le chef d'entreprise en question est rarement content. Donc, pour optimiser, pour essayer d'attirer avec quelque chose de nouveau, de plus curieux et éventuellement même qui soit une surprise ou d'inviter ses clients pour un événement un peu mystère et de leur faire découvrir de l'art. Mais quand je dis l'art, c'est l'art au sens large, c'est-à-dire l'art évidemment, peinture et autres artistes plasticiens, mais ça peut aussi être de la musique. On mixe art. Alors nous, on adore le street art parce qu'on est très street art, Frédéric et moi, puisque nous sommes nous-mêmes collectionneurs. Moi-même, je travaille pour des collectionneurs de street art. Je leur explique comment faire leur collection et comment la faire évoluer, comment lui donner un sens. Donc, nous, c'est pareil. Donc, on est très street art. Et en plus, le street art, il faut le dire, est quand même beaucoup dans l'air du temps depuis à peu près 5-6 ans. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans où c'était vraiment vu comme quelque chose de la rue, un peu bas de gamme. Alors, dans ce monde post-Covid, tu as dit art et street, donc c'est deux choses qui ont été un petit peu mis de côté. Alors, comment fonctionne encore ce monde de l'art? Est-ce que c'est quelque chose comment est-ce que cette pandémie, elle agit, elle fait monter les cotes ou au contraire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est arrêté? Alors, pour l'instant, le monde de l'art est un peu comme un genre de stand-by. En tout cas, en ce qui concerne l'art contemporain. Pour l'art contemporain, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vraiment la bulle qui, depuis une petite dizaine d'années et qui en 2019, a atteint des sommets de vente. Je veux dire, les artistes vivants n'ont jamais autant vendu et pour autant d'argent qu'en 2019. Ça, c'est les chiffres UBS Art Basel. Les 20 plus grands artistes vivants représentent à eux seuls plus de 64% du chiffre des ventes globales de l'année 2019. C'est-à-dire David Hockney, Jeff Koons, en passant par Banksy évidemment, ou Coase, pour prendre quelques exemples aussi de street art, parce que les street artistes, eux aussi, ont des cotes qui explosent. Et puis le Covid est arrivé. Les très grosses galeries n'ont pas de risque. Les très grosses maisons de vente aux enchères, Christie's, Sotheby's, tous ces gens-là sont à l'abri. Ce qui est très inquiétant et ce qui inquiète énormément le monde de l'art, c'est le premier marché. Les jeunes galeries qui présentent des artistes émergents. C'est des galeries qui ont généralement peu de budget, qui ont des difficultés pour faire des foires. Et c'est vrai que là, le Covid, avec ses fermetures, ça a vraiment compliqué les finances de tous ces gens. Et de fait, le monde de l'art en général est un petit peu inquiet de comment on va gérer tous ces jeunes artistes en devenir. Et quand je dis en devenir, ça veut dire qu'ils sont à un certain palier, certains ont déjà gagné des prix, des gros prix, des prix importants, mais ça s'est arrêté et c'est très compliqué. On a beaucoup d'expositions annulées, de shows annulés. Comme vous le savez, tout ce qui touche l'art contemporain est souvent très lié à, je veux dire, des soirées plutôt festives et du coup, ça ne va pas du tout avec les règles édictées par la politique de distance sociale. Et c'est vrai que ça pose un problème, hormis bien sûr les problèmes de budget qui, ça, sont effectivement... il faudrait que des mécènes, mais peut-être pas des mécènes aussi connus que les grandes stars du mécénat, mais des mécènes peut-être d'un niveau en dessous, moins connus, viennent vraiment à la rescousse de cette catégorie-là. Mais je pense que pour les très grosses galeries, il n'y a aucun risque. Ni même pour les maisons de vente aux enchères qui ont très bien marché pendant le confinement. Enfin, d'après elles. Alors, on l'a dit, on l'a posé, hein, cette fameuse question ici dans les Comin Mag Live. La pandémie, cette crise sanitaire nous a obligés à réinventer nos métiers. Alors, une question que je pourrais tirer en parallèle et te poser, est-ce que là aussi, l'art, l'exposition de l'art, la visibilité de l'art a dû se réinventer ou veut-elle se réinventer? Parce qu'effectivement, on voit très souvent
des expositions, on a la possibilité de découvrir des œuvres dans une galerie ou peut-être même dans les murs d'un établissement. On est toujours dans le présentiel. Est-ce que ça, c'est plus difficile à défendre, par exemple, de rendre l'art accessible en ligne, de se réinventer justement sous la forme d'event, d'exposition? Quel est ton avis là-dessus? Alors, beaucoup, presque toutes les grosses galeries. Alors, quand je dis grosses galeries, c'est tout confondu, de l'art contemporain aux antiquités. Euh, on fait des programmes en ligne. Tous les jours, moi qui suis abonnée à beaucoup de galeries, j'ai reçu, il y a certaines galeries qui envoient jusqu'à 4 newsletters par jour pour Wow. des œuvres. Waouh. Après, il y en a qui se sont lancés dans la galerie virtuelle. Ensuite, il y a les salons Art Basel partout à Hong Kong. À Hong Kong, c'est là où ils ont commencé avec des visites virtuelles. Donc, les galeries qui vous invitent en VIP vous envoient un login. Vous vous loguez sur la galerie, sur le site de Art Basel. Et à ce moment-là, vous pouvez voir une présentation plus ou moins réussie, suivant les foires, de ce qu'ils ont à vendre. Malgré tout, personnellement, je doute que ce modèle virtuel fonctionne réellement. Je crois qu'il y a un rapport à l'objet. On achète une œuvre d'art, on aime la voir. D'abord, il y a une histoire de taille, il y a une histoire de couleur qui n'est pas forcément respectée à l'écran. Et il y a le rapport à l'objet, l'émotion de l'objet. Et en ça, je crains que pour le digital, oui, bien sûr, ça va avoir, mais ça ne va pas pouvoir être que du digital. En ce qui concerne, je veux dire, les foires, les très grosses foires, comme vous le savez, Diptyque, enfin moi, au travers de Diptyque, depuis 7 ans, je co-organise et je suis la directrice artistique de toutes les foires de Art and Jewels of the World, créée par Valentina Vassileva, avec qui je travaille donc depuis 6 ans. Nous avons une foire qui est un salon privé plus qu'une foire, puisque nous avons une vingtaine d'exposants, qui est en Azerbaïdjan, en Russie et à Monaco, suivant les années. Nous, dans notre modèle de petite foire, petit salon, on a compris une chose, c'est que nos clients, les galeries et joailliers, parce que souvent on mixe les deux, ce qui les intéresse, ce qu'ils aimaient avant, c'est voir des vernissages, des openings remplis de monde. Quand ils n'avaient pas assez, ils disaient « Ah mais là maintenant, nous, on dit on va faire ces mêmes formats, donc on garde nos 20 exposants dans des lieux muséals, puisque nous, on ne travaille que dans des lieux muséals. Simplement, on va vraiment faire le focus sur les collectionneurs, clients. Et là, ils seront d'autant plus contents, c'est-à-dire qu'on leur amène vraiment une clientèle dédiée qui est là pour éventuellement acheter. Même si c'est un très grand plaisir de visiter Art Genève, Art Basel, pour voir ce qui se fait, il faut être conscient que sur une foire comme Art Genève, 98% des gens qui la visitent viennent la visiter comme un musée, sans acheter. Donc, évidemment, les exposants qui dépensent énormément pour faire le tour du monde, eux, ils veulent les clients. Donc, je pense qu'on va vraiment se resserrer sur les clients. Et puis, après, des choses techniques, des espaces plus larges, des allées plus larges, des endroits plus vastes. Voilà. Et peut-être même des choses certaines à l'extérieur quand c'est possible en été. Ouais, ce serait pas mal, surtout pour un virus. Alors, si on revient un petit peu à ce monde communication et art, on voit bien ta connaissance, ton expertise. Oui, j'ai envie de dire que, comme toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est peut-être le moment pour des entreprises plus petites, des PME, de constituer des collections ou, disons, d'amener l'art, vu que c'est un élément différenciant dans leur communication et qu'on voit bien que lorsque tu peux amener une pièce, tu fais un event et tu peux juste présenter des pièces d'un artiste, les gens viennent d'autant plus parce que ça crée vraiment une émotion. Est-ce que ce travail-là, tu le démarres maintenant auprès de ces entreprises que j'appellerais PME, peut-être c'est un peu plus grande, je ne sais pas. À partir de combien d'argent il faut démarrer dans ce type de logique? Alors, c'est-à-dire combien d'argent? Alors déjà, il faut savoir qu'une œuvre originale de street art, suivant les artistes, je veux dire, on peut commencer avec des œuvres déjà très très belles pour à peine 2000 francs. Ah, bah c'est bien. Ouais. Ouais, on va me rassurer.
très street artistes, qui sont un peu moins Banksy, un peu moins auction et autres, qui considèrent, comme ils sont street artistes, leur travail ne vaut pas. Donc, on peut effectivement commencer à acquérir de très jolies œuvres pour bien moins. Je parle d'œuvres uniques parce qu'après, on peut acheter des tas de multiples pour 100, 200, 300 francs, mais qui sont des œuvres tirées en plusieurs centaines d'exemplaires. Moi, si je parle d'œuvres uniques, ce qui est normalement dans une collection une œuvre unique, on peut effectivement, avec certains artistes de street et même des artistes contemporains jeunes, en devenir, commencer autour de 2000 francs, même un peu moins. On peut aussi imaginer que ces artistes viennent faire un happening. Bon, maintenant, peut-être c'est pas exactement la bonne période, mais ça se fait aussi. Le street art, c'est aussi du real time. Ah, bien sûr, en live. En live, voilà. On l'a fait pour un client collectionneur, Christian Chalut. On a organisé pendant toute sa soirée, 2 artistes ont créé une œuvre entière pendant toute la durée de la soirée, sur le thème de la soirée. Et d'ailleurs, les gens étaient extrêmement intéressés. La soirée était iceberg sur 2 étages. Et en fait, tous les gens n'arrêtaient pas de monter pour voir où ça en était, pour discuter avec les artistes. Les gens adorent aussi beaucoup le contact avec les artistes. Et ça, on l'a remarqué depuis très longtemps. Mais c'était concernant l'histoire de la collection. Une entreprise qui commence une collection, elle peut utiliser sa collection comme communication externe, bien sûr, pour inviter des clients à découvrir cette collection. Mais c'est aussi un travail extrêmement intéressant en communication interne, de faire participer les collaborateurs. Parce qu'on a parfois l'idée que l'art, c'est très élitiste. Aujourd'hui, ça l'est moins. L'art est beaucoup plus accessible. Le street art donne en plus cette visibilité beaucoup plus, je dirais, culture de la rue, culture de jeunes. C'est ça aussi qui est très important. C'est grâce au street art, on attire énormément de jeunes qui, à l'époque, avaient plutôt l'idée de « oh, l'art, bon, un peu ennuyeux et tout ». Non, maintenant, et au travers de l'art, on peut vraiment faire des choses très, très intéressantes dans l'entreprise, vraiment. Nous, d'ailleurs, on est en train de créer une incentive particulière à l'extérieur, une incentive immersive pour du team building post-Covid, pour que la cohésion entre les salariés recommence, la communication, et pas que de la communication professionnelle, une communication personnelle, émotionnelle. Je sais que ça paraît... Sophie, on va vivre dans un monde où les gens ne vont plus travailler forcément ensemble. Et donc, c'est aussi un lien qu'on peut recréer entre des gens qui vont être délocalisés, mais qui appartiennent à une même structure. Voilà. Alors là, par exemple, pour une chose qui serait plutôt digitale, là, on va plutôt utiliser un média comme la photo. Pourquoi? Parce que la photo digitale, c'est très pratique. On peut créer des groupes, on peut faire des échanges, on peut faire beaucoup de choses. Avec la peinture, c'est plus compliqué. Ou la musique même, c'est plus compliqué. Mais avec la photo, tout le monde peut faire des photos avec un smartphone. Beaucoup de monde est quand même sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Les gens sont très habitués à ces petits challenges. Je pense que vous avez vu comme moi tous les challenges lancés sur Facebook pendant tout le Covid. Poste-moi 10 photos de films, ta photo de quand tu avais 8 ans. Enfin, tous ces petits jeux, on peut en faire des choses extrêmement intéressantes. Bien sûr, avec une stratégie de team building, pas juste de l'amusement, on est bien d'accord, adaptée dans l'entreprise, c'est qu'il y a une vraie stratégie de team building et effectivement de encore se réapproprier l'entreprise. Et c'est vrai que quand on n'est pas dedans, c'est compliqué de s'approprier sa propre entreprise. Alors, à propos d'entreprise, bon, moi, j'ai pas relevé le challenge de montre-moi des photos quand tu avais des cheveux. Je trouvais ça pas très, très drôle. Moi j'ai une question. Ouais, je ne suis pas joueur, voilà. On ne reconnaîtrait pas. Oui. Ouais, alors je pense oui. J'ai une question pour toi, Sophie. Comment un patron de PME, un entrepreneur, un responsable de la com, bref, un patron de boîte fait connaissance avec ton agence? Comment vous vous retrouvez pour, par exemple, entre l'offre et la demande, vous entendre sur l'idée de vendre de l'art, si je puis m'exprimer ainsi, pour l'utiliser, comme tu dis, le team building, ça peut être la décoration, ça peut être un travail de groupe. Comment on arrive à concerner justement ce type de clientèle? Déjà, on invite nos propres clients à nos événements. Cette année, alors, Diptyque, chaque année, soutient un artiste.
Cette année, nous soutenons Vincenzo Massilia, qui est l'auteur de cette installation que vous pouvez voir derrière moi, les câbles fluorescents qui sont derrière moi. Donc, on l'a reçu au bureau et on s'est servi de ça pour inviter nos clients. Quand on a fait notre inauguration, la même chose, on avait installé en bas de Free Studio, on avait accroché 2 artistes genevois, une artiste peintre, Cécile Keflin, un photographe, Alexis Reynaud, tous les 2 genevois, peu connus, et on leur a donné tout notre espace et on a invité nos clients en leur disant « Venez découvrir l'agence, mais venez aussi découvrir Cécile et Alexis. » Et pour Vincenzo, qui est un artiste beaucoup plus aguerri que Cécile et Alexis, qui est déjà muséal en Italie, il est déjà très en vue, ben voilà, les clients arrivent, ils sont ravis, ils découvrent. C'est une façon d'introduire la discussion, de parler d'autre chose que du travail pur et de leur montrer que ben voilà, les gens sont très attirés pour venir dès qu'on offre quelque chose d'autre qu'un simple verre de vin blanc. Et tout de suite, puis ça retire aussi un petit peu cet aspect trop commercial. Je veux dire, faire découvrir un artiste, c'est comme inviter à un vernissage. On pourrait aussi faire comme ça, on le fait d'ailleurs. Et c'est pas intimidant parce que là tu parles d'artiste muséal, voilà, donc je veux dire c'est quand même quand on n'a pas cette culture de l'art moderne, du street art et tout, ok tu veux chercher un élément différenciant, mais est-ce que pour un patron de PME qui est peut-être dans la machine-outil ou dans des services et qui n'a rien à voir avec l'art, est-ce que c'est pas un pas intimidant à faire de se dire je vais essayer d'entrer en contact avec un artiste, c'est quand même pas aussi disons pour toi ça va de soi, mais pour beaucoup de gens ça va pas de soi, enfin, il me semble. Nous, on fait le job. L'idée, c'est que je comprends bien, la seule chose, c'est que ce que je disais tout à l'heure, depuis une petite dizaine d'années, l'art est tellement présent partout. C'est tout. C'est les publicités de voitures, c'est les publicités de partout, il y a de l'art maintenant. Parce que l'art est à la mode, entre guillemets. On est dans une époque où l'art est fashion, de toute façon. Et le street art est très fashion. Donc, tu n'as pas eu des clients qui osaient pas, disons, c'est assez facile, c'était leur idée. Enfin, je sais pas comment on démarre quand on vient vous voir, on dit voilà, j'aimerais avoir quelque chose de nouveau, trouvez-moi un artiste ou un catalogue d'artistes, comment tu fais? La première fois que j'ai présenté une incentive, alors en fait, j'ai commencé en présentant une incentive sur le thème de l'art, c'est-à-dire il y avait un groupe d'à peu près 80 ouvriers. On les a divisés en 4 groupes et chaque groupe a créé une toile très grande. Aucun d'entre eux ne connaissait l'art, aucun d'entre eux n'avait touché un crayon, un pinceau ou quoi. Et ils se sont tous extrêmement pris au jeu, extrêmement amusés et les résultats ont été plus qu'incroyables, sincèrement. Donc, mais c'est vrai que mon client, quand je lui ai présenté ça, je pense qu'il m'a fait confiance vu que au moment où il m'a dit « Ok », je ne suis pas sûre qu'il ait été réellement convaincu de l'impact réel et du plaisir qu'allaient prendre tous ses collaborateurs à se prêter à ce jeu. Mais en fait, au début, ils arrivent, ils regardent et dès qu'ils sont dans le truc, ça y est, ça démarre. Ils discutent, ils échangent, ils parlent des couleurs, des choses étonnantes. Hein. Et des garçons qui n'étaient pas du tout prédestinés à ça. Ah bah tu vois, une des questions que je me suis toujours posée, quand tu vas dans ces banques privées et tu vois toutes ces pièces ou des sculptures ou des peintures le long des murs. J'ai eu l'occasion d'aller interviewer dernièrement quelqu'un c'était à la Banque Mirabeau, ils m'ont fait visiter tous les étages. Je me disais, mais franchement, alors je sais qu'ils ont une collection, je sais que c'est très important pour eux, mais quel impact ça? Je veux dire, moi je me dis, à quoi ça sert? Moi, ce que j'adore chez Mirabeau, c'est que ce sont des vrais mécènes. Ils ont une collection incroyable, mais tous les ans à la FIAC, ils font un mécénat d'une installation d'artistes contemporains, très contemporains. Et déjà, je trouve ça extraordinaire. Ça va bien au-delà juste d'acheter des toiles qui font une collection. Mais après, moi, je pense qu'aussi en interne, ça a beaucoup d'influence. Je connais pas la com interne de Mirabeau, malheureusement. Mais je reste persuadée qu'ils utilisent certainement
tout ce qu'ils font en art. Je pense que vous avez vu comme moi le magnifique cadeau qu'ils nous ont fait sur la plaine de Plainpalais il y a 6-7 mois. Je vois des centaines de gens se photographier dans cette magnifique full moon. Donc, je pense que quand même, je pense que les salariés, encore une fois, je ne connais pas beaucoup, j'ai pas ni Mirabeau ni des grandes banques comme ça qui sont de grands mécènes comme clients, mais je reste persuadée qu'ils utilisent aussi leur collection en comme interne. Oui, certainement. Oui. Et puis bon, ils avaient fait aussi un très bel geste l'année dernière pour le 250e anniversaire. Ils avaient offert l'entrée pendant 1 an au MAMCO, et c'était vraiment hyper sympa. Et je trouve que ça, c'est une jolie action. Et ça, c'est un très beau geste. Et ça, c'est vraiment de la com au travers de l'art. Et on peut voir à quel point la preuve, c'est que tout le monde est au courant. Mais oui, c'est ça. Et chaque fois que tu allais, tu recevais ton ticket, on te disait non, Mirabeau vous a invité. Et c'est vrai que c'est une com indirecte, mais voilà. Alors peut-être que ces gens-là ne sont pas leurs clients, mais là-dedans, il y en a peut-être qui peuvent être leurs clients. Mais l'art, c'est de la com indirecte, effectivement. Parce que ça passe par l'émotionnel. Ça passe par une espèce de don d'abord pour recevoir. C'est une autre démarche commerciale, si on veut parler de démarche commerciale d'une entreprise qui s'en sert comme communication, évidemment. Alors, on arrive bientôt au terme de cette superbe et très intéressante émission, ce Comic Mag Live très orienté art. Moi, j'ai une question, là, je viens un petit peu avec des pics comme ça, parce que je reviens sur le thème du présentiel versus le online. On a vu passer pas mal de choses sur ces grosses manifestations, par la force des choses aussi, avec la crise sanitaire, on doit se réinventer. Est-ce que malgré tout ces grosses foires, elles ont un avenir parce que, oui, il y a la crise, mais on est tous en train de réaliser que, tu l'as dit, il faut peut-être se compléter, on ne peut pas faire tout l'un et tout l'autre. Mais as-tu le sentiment que malgré tout, ces grands rendez-vous vont perdurer dans le temps? Alors là, dans les mois qui viennent, je serais incapable de le dire. Par exemple, il y a certaines foires qui n'ont pas été annulées ou qui ont été repoussées pour octobre. Je ne sais pas comment ils vont gérer le flux de gens à l'intérieur. Tout ce que je sais, par exemple, c'est que si on prend une des plus grandes d'art contemporain à la FIAC, déjà la FIAC l'année dernière, il y avait tellement de monde qu'ils ont décidé qu'ils devaient faire autrement parce que les collectionneurs ne veulent plus venir, même au VIP. Donc, en fait, maintenant, ils vont faire comme à Art Basel, des salons privés, où là, il va y avoir les gros collectionneurs qui viennent. Mais je pense qu'ils vont devoir, oui, gérer les flux, parce qu'une foire comme Art Basel ou FIAC, c'est 15, 20, 25 000 personnes dans le même lieu au même moment. Est-ce qu'on va pas se retrouver alors par la force des choses à trop compartimenter? Ces salons privés vont peut-être exclure l'accès à cet art? Ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas exclure l'accès. J'espère qu'ils vont rallonger leurs dates. Qu'il y en aura moins d'abord, beaucoup moins, ce serait tout à fait favorable, que les meilleurs restent et parce que les meilleurs, c'est extraordinaire. Je veux dire, la FIAC, c'est quand même extraordinaire, et Art Basel aussi. Si on aime l'art, c'est extraordinaire. Puis c'est un superbe event, c'est hallucinant. Parce que c'est plus qu'un musée, là. C'est muséal. Un bazar d'art. Il y a plein d'artistes. Enfin, je veux dire, c'est très interactif. Il y a beaucoup de choses autour. C'est une expérience. Plein de events pour tout. C'est très intéressant. Maintenant, effectivement, pour le grand public, il faudra gérer. On ne pourra plus, là, en tout cas, dans les mois qui viennent, septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année, je crains qu'on ne puisse plus, effectivement, recevoir des 3, 4, 5 000 personnes. Ou alors, je pense qu'ils vont devoir peut-être allonger les dates et peut-être faire des créneaux avec... oui, ça va être moins drôle. Peut-être il va falloir s'inscrire sur des listes avec des horaires, mais c'est déjà comme ça dans les musées, pour les grandes expositions. Les grands musées internationaux, on doit déjà s'inscrire pour les grandes expositions, pour éviter le... Oui, c'est vrai. Oui, avec ça, oui. Et puis en ligne, en plus, on s'inscrit. Tu vois. Peut-être dernière question. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, on n'arrête pas de dire que, par exemple, les agences de com, parce qu'on parle beaucoup de ce monde-là, n'ont pas de valeur, c'est-à-dire elles louent des bureaux, elles n'ont pas d'assets, c'est leur valeur, c'est leurs clients, c'est leurs collaborateurs, mais je veux dire, elles n'ont pas de biens. Donc, quand ça va moins bien, elles n'ont rien.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'art, on pourrait constituer des petites collections qui finalement prendraient de la valeur au fil du temps et qui seraient un petit capital, un petit patrimoine pour ces entreprises? Parce qu'on n'a jamais vu l'art non plus enfin, les grands collectionneurs le voient comme ça, mais les petits collectionneurs pourraient aussi le voir comme peut-être une poire pour la soif, quoi. Bien sûr, mais moi j'encourage énormément de chefs d'entreprise à investir dans l'art, acheter de l'art, c'est très important et c'est pas d'acheter des Picasso. Ça, bien sûr, si on peut. Ça, on travaille déjà plus là. Les jeunes artistes, ils en ont vraiment besoin. C'est les artistes qui ont aussi besoin d'essayer de survivre à cette crise. Pour eux, ça va être difficile. Sophie Jacquemot de l'agence Diptyque, merci beaucoup de nous avoir amené cette touche artistique. J'espère que parmi nos auditeurs, nos internautes qui ont suivi ce live et qui le regarderont à nouveau en replay, eh bien, ça vous donnera une envie de vous intéresser à, pourquoi pas, comme vient de le proposer Victoria, d'investir dans l'art comme une autre source d'investissement. Oui, c'est une piste à creuser, c'est intéressant. On va garder en tête cette idée. Pourquoi pas refaire le point dans quelques mois pour faire un petit peu peut-être le happening. Oui, exactement. Ou le baromètre des le prochain happening que tu fais, on sera sur place. Voilà. Oui, j'espère, bien sûr. On va pas le rater celui-là. Voilà. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. On va te souhaiter une bonne suite d'après-midi. Merci Thierry. Puis à très bientôt. La semaine prochaine alors, puisque demain vous ne travaillez pas apparemment. On travaille, mais on ne sera pas en live. Voilà. Merci, à bientôt. Merci Sophie. Au revoir. Oui, effectivement, on travaille, mais on ne sera pas en live demain, vendredi. Voilà, c'est comme ça, il y a de temps en temps. On a pu voir que certains se languissaient de nous voir partir cet été. On réfléchit, hein, Victoria, de savoir si... On verra. Mais parce que justement, là, cette semaine, je tiens à dire que c'est la semaine des Cannes Lions et qu'il y a plein de vidéos, plein de débats. Et j'ai écouté l'autre jour une thématique sur le podcast par Spotify, et il disait que vraiment les podcasts, un des succès du podcast, c'est d'amener de la passion et de l'expertise. Alors j'espère que c'est vraiment, nous on est vraiment passionnés. Là, moi en plus, ce sujet de l'art me ravit, mais ça me fait, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est tellement créatif que c'est absolument génial. Voilà. On va pouvoir peut-être en faire un épisode, parce que moi le podcast me tient à cœur, ça me titille quand même, ça m'énerve un peu que ce soit Spotify qui nous dise comment faire, puisque pour rappel, Spotify fait que de recenser les podcasts, mais n'en produit pas. Donc on ira chercher peut-être des podcasteurs pour parler de ce médium, ça sera intéressant. Exact. Voilà. Exact. D'ici là, vous avez jusqu'à lundi tout le temps de revoir tous ces épisodes. Merci encore pour les partages, les commentaires et autres petites attentions, ça nous fait plaisir. Et puis on se dit donc pas à demain, mais lundi 15h. Voilà, bye bye. Portez-vous bien.